Alors, on va commencer. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, on va être ensemble pour une petite heure sur. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la vaccination de la personne âgée en officine. Alors, moi, j'entends du retour de l'écho. Je ne sais pas si tous les micros sont bien coupés. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, on va être ensemble, je disais, sur la vaccination de la personne âgée en officine. Alors, je vais juste me présenter très rapidement. Donc, moi, je suis Alicia Petit, je suis pharmacienne adjointe en officine. Et puis, je fais de la formation depuis plusieurs années sur un petit peu tout ce qui est nouvelle mission, dont la vaccination. Donc, avant de débuter, je voulais quand même remercier les différents URPS, donc l'URPS pharmacien Bretagne, Centre Val-de-Loire et Pays de la Loire, pour avoir rendu ce webinaire possible. Et puis au laboratoire Pfizer pour cette collaboration. Voilà, donc la présentation va durer une grosse demi-heure. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet chat et on gardera une dizaine de minutes à la fin de la session pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à les poser et on gardera le temps pour répondre. Alors là, il y a les conflits d'intérêts. Donc, aujourd'hui, on va aborder la vaccination de nos patients âgés. Chez les patients âgés, à partir de l'âge de 65 ans, il y a environ 5-6 vaccins à faire. Donc, on va les revoir un par un. Le déroulé de la présentation d'aujourd'hui, pour chaque vaccin, on va revoir des brefs rappels sur la pathologie en question. Ça, c'est parce que je trouvais que c'était important qu'on puisse, au comptoir, être en mesure d'expliquer aux patients pourquoi on vaccine contre telle ou telle pathologie et ce que c'est un petit peu que la pathologie. Voilà, pour ne pas vacciner à l'aveugle, entre guillemets. Donc, on verra un rapide rappel sur les différentes pathologies. Et puis ensuite, on verra les schémas de vaccination, les populations éligibles. Et pour chaque vaccin, on fera un petit cas pratique pour que ça soit un peu plus concret pour vous. Donc, sur les 5-6 vaccins à faire chez les patients âgés, on va commencer par un qui est assez connu, qui est la vaccination DTP coqueluche. Alors, petit rappel sur la pathologie. Déjà, cette première slide sur la diphtérie. La diphtérie, c'est vrai que c'est assez rare. Il y a une dizaine de cas par an en France qui sont surtout importés de l'étranger. C'est une pathologie bactérienne qui est transmise par voie aérienne et qui fait des symptômes d'angine, des signes au niveau du larynx, du pharynx et des complications toxiniques. Alors, la diphtérie, on ne la connaît pas beaucoup comme pathologie. Je vous disais, ça existe quasiment plus. On continue à vacciner. Vous pouvez avoir des patients qui vous disent, mais pourquoi on fait un vaccin diphtérie? Enfin, j'en ai jamais entendu parler. On continue à vacciner contre la diphtérie tout simplement parce que ce n'est pas éradiqué au niveau mondial. Il y a encore des pays dans le monde où il y a des cas de diphtérie. Et surtout, c'est une pathologie qui est mortelle, qui est grave. Voilà. On l'a vu avec le Covid, hein, quand une pathologie, un virus, une bactérie circule à l'autre bout du monde, ça met très peu de temps à venir jusque chez nous. Donc c'est pour ça qu'on continue à vacciner pour protéger la population, même si en France, ça a quasiment disparu grâce à la couverture vaccinale d'ailleurs. Donc ça, c'était la diphtérie. Le tétanos, c'est un peu plus connu, même il y a peu de cas finalement quand même en France. Donc c'est bactérien aussi. Le tétanos, vous savez, c'est des spores qu'on retrouve au niveau du sol, au niveau des déjections animales. Et puis donc ces spores vont rentrer dans l'organisme par le biais, par exemple, d'une plaie. Et ça va libérer des toxines. Et en fait, c'est ces toxines qui sont responsables des signes cliniques. Donc le tétanos, hein, vous connaissez, ça fait des contractures musculaires, des convulsions. Et pareil, c'est une maladie qui est mortelle. Souvent, les décès surviennent par asphyxie au niveau des muscles respiratoires. Alors, le tétanos, c'est une pathologie qui est un petit peu à part, parce que souvent en vaccination, on parle d'immunité individuelle, mais on parle surtout d'immunité collective. Le tétanos, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas d'immunité collective. C'est pas une pathologie qu'on se transmet de personne à personne. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle un peu le vaccin d'égoïste en rigolant, mais c'est un vaccin qu'on fait pour se protéger soi. Il n'y a pas d'immunité collective. Je vous ai mis sur la slide de surligner un petit peu en jaune des chiffres qui nous intéressent parce que là, le thème d'aujourd'hui, c'était la vaccination des patients âgés. Donc, il faut savoir qu'en France, les patients âgés sont quand même assez mal protégés contre le tétanos, notamment les femmes. Vous avez les couvertures vaccinales hein, qui datent de 2024, qui sont des chiffres assez récents. La couverture vaccinale est de 50% pour le rappel des 65 ans. Il baisse à 44% pour le rappel des 75 ans et à seulement 34% pour le rappel des 85 ans. Donc il y a vraiment un travail de sensibiliser les patients âgés pour qu'ils se rendent compte que c'est important de continuer à être vaccinés
contre ces pathologies-là. Donc, dans le DTP coqueluche, on a vu la diphtérie, le tétanos. La polio, je vous le passe très rapidement, ça n'existe plus en Europe depuis 2002, mais comme la diphtérie, il y a encore des foyers au niveau mondial et c'est une pathologie qui peut être gravissime, qui fait des atrophies musculaires, des paralysies, qui fait des paralysies au niveau du système respiratoire. Donc on continue à vacciner contre cette pathologie pour éviter qu'elle revienne. Et puis, dernière pathologie dans ce vaccin, c'est la coqueluche. Alors la coqueluche, on en entend beaucoup plus parler chez les tout petits parce qu'effectivement, ça fait des décès surtout chez les tout petits. Mais il faut savoir que les patients âgés sont aussi exposés à la coqueluche. Il y a quand même des décès aussi chez les patients âgés. Et puis les patients âgés, le gros risque d'attraper la coqueluche, c'est notamment les surinfections avec d'autres germes. Donc la coqueluche, hein, c'est bactérien, c'est une pathologie qui est très contagieuse, qui se transmet par voie aérienne. Ça fait des quintes de toux, surtout la nuit. Et puis ça fait des complications pulmonaires et respiratoires et neurologiques aussi. Voilà, donc ça c'était les petits rappels sur les différentes pathologies. Sur le schéma vaccinal de ce fameux vaccin DTP coqueluche. Alors, vous avez sûrement en tête, hein, il y a les vaccins obligatoires chez les tout bébés, il y a ensuite un vaccin à faire à l'âge de 6 ans. Et puis ensuite, à partir de l'âge de 11 ans, alors méfiez-vous, pour les tout petits jusqu'à 6 ans, c'est du DTP coqueluche. Je ne sais pas si vous voyez sur la diapo, le D et le C des coqueluches sont en majuscule parce que c'est des grands dosages. À partir de l'âge de 11 ans, on utilise des petits dosages de diphtérie de coqueluche. Et donc, on fait une dose entre 11 et 13 ans, et ensuite 25, 45, 65, 75 ans, etc. Donc, pour le thème d'aujourd'hui des patients âgés, vous le voyez, à partir de 65 ans, les rappels sont un peu plus rapprochés, c'est environ tous les 10 ans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que maintenant, c'est à âge fixe. Donc, c'est 65, 75, 85, 95 ans, etc. Ça, c'est le schéma. Alors, je l'ai mis en haut, dans le coin en haut à droite de la slide. J'ai mis un petit bonhomme avec un A+. J'aime bien dire ça, c'est la slide du patient, du bon élève, du patient idéal, c'est-à-dire du patient qui va venir pile aux âges fixes recommandés par le calendrier vaccinal. Donc 65, 75, 85 ans et compagnie. Ça, c'est le cas idéal. Vous avez le cas, alors j'appelle ça mauvais élève, entre guillemets, hein, mais ce cas-là, c'est le patient qui soit n'a jamais été vacciné, ce qui est quand même rarissime, enfin c'est assez rare, mais c'est surtout ça peut être le patient qui n'a aucune preuve de vaccination, qui n'a plus de carnet de vaccination, plus de carnet de santé, enfin voilà, on n'a absolument aucune preuve que dans sa vie, il a déjà été vacciné contre le DTP coqueluche. Donc ça, le cas mauvais élève, entre guillemets, c'est le schéma, il y a un schéma qui existe de primo-vaccination avec 3 doses, M0, M2, M8, et après on recale sur les âges fixes suivants. Ça, mettez-le un peu entre parenthèses parce que c'est des schémas où en théorie, il faut quand même l'avis du médecin. Il y a très peu de patients qui sont concernés finalement par ce schéma-là parce que la plupart des patients ont déjà fait des vaccins dans leur vie. Donc, nous, ce qu'on va beaucoup voir en officine, ça va être soit le cas bon élève qui vient aux âges fixes pile poil, soit, alors ça c'est presque 80%, j'ai envie de dire, des cas qu'on va voir, c'est entre le bon élève et le mauvais élève. C'est le patient en fait qui a déjà été vacciné dans sa vie. On a des preuves de vaccination antérieure contre le DTP coqueluche, mais le patient vient en retard ou vient pas aux âges fixes précis. Donc, pour que ça soit le plus simple possible, vous avez un tableau qui est très très bien fait, je trouve, qui est à la fin du calendrier vaccinal. C'est un tableau officiel, hein, qui a été publié dans le calendrier vaccinal et en fait qui permet de savoir selon, enfin voilà, quand le patient est en retard de vaccination qu'il faut rattraper, ça permet de savoir si on doit vacciner ou non. Donc, pour voir un peu le fonctionnement de ce tableau, en fait, vous avez en colonne l'âge qu'a le patient quand il vient à la pharmacie, quand il vient se faire vacciner. Et en ligne, c'est l'âge qu'avait le patient lors de sa dernière dose de vaccin DTP coqueluche. Et donc on croise et ça nous dit, alors les cases bleues, c'est en gros le patient n'est pas à jour de sa vaccination, il faut lui faire une vaccination de suite et la prochaine à l'âge fixe suivant. Et les cases jaunes, ça veut dire que le patient est à jour, donc on peut attendre le prochain âge fixe. Voilà, donc vraiment, vous embêtez pas. Quand vous avez des patients, je ne sais pas, un patient qui a été vacciné à 58 ans, qui revient à 75 ans, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'on fait tout de suite. En fait, quand il y a des retards de vaccination, mais qu'on sait que le patient a déjà été vacciné dans sa vie,
vous prenez ce tableau-là et ça vous donne toutes les infos. Donc, petit cas pratique pour mettre ça en application. On a Omar, 74 ans, qui vient faire son rappel DTP coqueluche à la pharmacie. Très bien. En regardant dans son carnet de santé ou en historique, dans l'espace santé ou etc., on s'aperçoit que ce patient-là, le dernier appel DTP coqueluche qu'il a fait, c'était à l'âge de 55 ans. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est vraiment le cas classique qu'on voit très, très régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on reprend, donc là, il n'a pas l'âge fixe classique. Normalement, l'âge fixe, c'est 75 ans. Il n'en a que 74. Donc, on va regarder ce tableau de rattrapage. On a dit que le patient avait 74 ans. Donc, si vous avez retenu un petit peu la logique que je vous ai expliquée, ça va être 74 ans à l'âge qu'il a quand il vient à la pharmacie. Donc, c'est la deuxième colonne du tableau de droite, la colonne 70-74 ans. Et on a vu que la dernière dose de vaccin qui avait été faite, c'était à l'âge de 55 ans. Donc, on descend un petit peu dans la colonne. Vous voyez là la ligne 55-59. Donc, c'est une case bleue. Ça veut dire que le patient n'est pas à jour. Les cases bleues, c'est rappel immédiat. Donc là, ce patient-là, on va le vacciner de suite. La deuxième question, c'est maintenant qu'on l'a vacciné là aujourd'hui, il a 74 ans, quand est-ce qu'on va faire sa prochaine dose? Alors, logiquement, le prochain âge fixe, c'est censé être 75 ans. Sauf que si on l'a vacciné à 74 ans, 75 ans, c'est un peu trop proche. En général, la règle normalement, c'est d'attendre 5 ans pour revacciner. Mais pareil, si vous vous fiez au tableau que je vous ai présenté, en fait, la petite case bleue, la croisée entre le patient qui a 74 ans, dernière dose à 55, ça vous dit rappel immédiat, c'est une case bleue. Et si vous remontez les deux petits traits, en fait, ça veut dire ce qui est écrit plus haut dans la colonne. Donc, il y a marqué, vous voyez, puis 85 ans. Donc là, ce patient-là, on ne lui refait pas à 75 ans parce que c'est trop proche si on lui a fait là à aujourd'hui à 74 ans. Donc, on attend le prochain âge fixe qui sera 85 ans. Et la dernière question, quel vaccin est-ce qu'on prescrit à ce monsieur? Est-ce que c'est un petit dosage ou un grand dosage? Donc là, je vous ai dit, à partir de l'âge de 11 ans, c'est des petits dosages de DTP coqueluche. Voilà, donc ça, c'était pour un peu résumer. C'est vrai que c'est des cas, c'est des cas de patients qu'on a très régulièrement pour les vaccinations DTP coqueluche, où il y a des vaccins qui ont été faits, mais ils sont en retard, ils sont pas forcément pile à l'âge fixe prévu. Donc, ça permet de savoir un petit peu la conduite à tenir. Alors, deuxième vaccin, on va parler de la vaccination grippe Covid. Donc, je les ai rassemblés, on est en plein dans la période en ce moment. Donc, pareil, petit rappel sur la grippe. Bon, ça, je pense que au fur et à mesure des années, vous commencez à maîtriser. Donc, la grippe, hein, pour rappel, c'est viral. L'air de rien, parce qu'au comptoir, on a l'impression que les patients, quand ils vous parlent de la grippe, des fois, on a l'impression que c'est un simple rhume. La grippe, c'est quand même plus de 65 000 passages aux urgences par an et ça représente presque 10 000 décès par an en France. Donc, c'est quand même pas anodin. Ça se transmet par voie respiratoire. Et je vous ai mis les chiffres en bas surlignés en jaune là. Vous voyez, sur 2024-2025, la couverture vaccinale contre la grippe chez les plus de 65 ans, elle était seulement de 54%. Donc, c'est vrai qu'en pharmacie, on vaccine de plus en plus. On a l'impression de beaucoup vacciner, mais il faut quand même avoir en tête que presque un patient sur deux de plus de 65 ans n'est pas vacciné contre la grippe. Donc pareil, il y a un travail de sensibilisation à faire auprès de nos patients. Sur le schéma de vaccination contre la grippe, alors, il y a deux cas de figure. On peut maintenant vacciner tout le monde à partir de l'âge de 2 ans. Qu'ils soient à risque ou pas à risque. Toute la population à partir de l'âge de 2 ans est éligible à la vaccination grippe. La seule chose, c'est que c'est pas remboursé. Alors, 2 ans, ça, c'est des recommandations. Nous, en pharmacie, petit rappel hein, quand même, en pharmacie, on peut vacciner à partir de l'âge de 11 ans. Donc, ça veut dire qu'à partir de l'âge de 11 ans, n'importe quel patient qui vient en pharmacie, qui veut se faire vacciner, on a le droit de le vacciner. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est les patients à risque. Donc les patients à risque, c'est des patients qui soit ont certaines pathologies à risque, soit du fait de leur âge. Donc tous les plus de 65 ans sont considérés comme à risque. Donc tous ces patients à risque qui sont ciblés, c'est les patients qui reçoivent normalement le bon de la Sécu.
chez ces patients-là, le vaccin est pris en charge. Voilà. Le schéma de vaccination, donc c'est une fois par an pendant la période de vaccination. Donc je vous rappelle, hein, la vaccination grippe Covid, elle a été prolongée là jusqu'à la fin du mois. Et donc cette année, on avait plusieurs vaccins trivalents à disposition. Donc il y a une souche qui a été retirée, hein, c'est plus des quadrivalents, c'est des trivalents. Donc ça, c'est en population générale, c'est des vaccins trivalents qui sont utilisés maintenant. Et puis, petite particularité, je vous l'ai mis en bas, parce que pareil, hein, c'est le thème de cette visio. Pour les plus de 65 ans qui ont tendance à avoir une moins bonne immunité, être plus à risque, il y a 2 vaccins qui sont à privilégier. On essaye, plutôt que de prendre des vaccins trivalents classiques, on essaye de privilégier soit le vaccin trivalent à haute dose, soit le vaccin adjuvanté, qui sont un peu plus efficaces chez les patients âgés. Voilà, donc c'est les recommandations pour cette année. Ça, c'était la grippe. Covid, alors bon, je vous passe les rappels sur le Covid, hein, je pense qu'on en a vu et revu du Covid. Je voulais quand même refaire un point sur le schéma de vaccination. Alors, il y a quelques minutes, je vous ai dit que la vaccination était possible à partir de l'âge de 11 ans en pharmacie. C'est le seul vaccin où il y a une exception. Le Covid, on peut vacciner à partir de l'âge de 5 ans. Le schéma classique, que vous connaissez hein, sûrement, c'est une vaccination par an à la période automne-hiver, hein, en même temps que la grippe. Et donc, il y a plein de patients qui sont concernés par cette vaccination. Il y a les patients âgés, donc le thème d'aujourd'hui, donc plus de 65 ans, les patients à risque de forme grave, tous les professionnels de santé, les femmes enceintes, et puis en fait, finalement, n'importe quel patient qui en ferait la demande, qu'il y ait des pathologies ou pas, qu'il y ait patient âgé ou pas, tout le monde peut être vacciné une fois par an à l'automne-hiver contre le Covid. Il y a un petit délai quand même à respecter, c'est qu'on attend au moins 6 mois par rapport à la dernière infection ou injection. C'est-à-dire que si le patient a eu le Covid, par exemple, on attend 6 mois pour lui faire un vaccin. La colonne de gauche, donc ça, c'est le cas classique. Dans la colonne de droite, vous avez un schéma un peu plus, je ne sais pas comment dire, approfondi, on va dire ça. C'est un schéma avec une dose supplémentaire au printemps. C'est un schéma qui concerne des patients plus à risque, donc les plus de 80 ans, les immunodéprimés, les patients qui sont en EHPAD ou USLD, c'est unité de soins longue durée, ou bien encore les patients à très haut risque sur décision médicale. Donc là, ils ont une dose supplémentaire à faire au printemps, donc il y a 2 vaccinations par an. Et le délai est raccourci. Au lieu d'être 6 mois, c'est 3 mois par rapport à la dernière infection ou injection. Excusez-moi, donc le délai est un petit peu raccourci. Ça, je voulais vous en reparler parce que c'est vrai que c'est un schéma qu'on a tendance à oublier. Il y a une campagne de vaccination au printemps pour les patients à risque plus, et notamment pour les plus de 80 ans. Alors, petit cas pratique. Donc là, on a Maurice, 85 ans. On est au mois de novembre, il vient se faire vacciner à la pharmacie. Donc la première question, c'était Maurice, en fait, il voudrait faire le vaccin grippe, Covid et pneumocoque. Je l'ai eu il y a quelques semaines, ce patient-là. Donc il est motivé. Alors, il voudrait, je sais pas, par exemple, il veut faire en fait les 3 vaccins le même jour, comme ça il est débarrassé, et voilà. Donc il demande si c'est possible de lui faire ces 3 vaccinations le même jour. Donc là, la réponse est oui. Je voulais refaire un petit aparté là-dessus parce que c'est vrai que en pharmacie, je trouve qu'on a beaucoup de craintes à faire des co-administrations. Ces 3 vaccins ont été validés, il n'y a aucun souci, on peut faire grippe, Covid et pneumocoque le même jour. Il faut juste faire sur des sites d'injection différents. Donc en théorie, on est censé espacer d'au moins 2 cm et demi, voire 3 cm entre les piqûres. Mais on peut co-administrer ces 3 vaccins le même jour. Il y a plein d'études, c'est validé, notamment ça ne majeure pas les effets indésirables particulièrement. Sur l'efficacité, on est aussi bon. Donc voilà. Alors, certes, les patients, des fois, ont des réticences à faire plusieurs vaccins le même jour, mais vous, en tout cas, n'en ayez pas. Ces 3 vaccins sont validés en co-administration. Et alors, moi, ce que j'aime bien dire en rigolant aux patients quand ils me regardent avec des grands yeux comme ça, je leur dis, mais vous savez, les tout bébés, à 2, 4 et 11 mois, on leur fait 6 ou 7 vaccins le même jour. Alors psychologiquement, on n'a pas l'impression parce que c'est dans une seule seringue, mais en fait, on leur fait 6 ou 7 vaccinations. Donc, je leur dis, voilà, à 85 ans, 2 ou 3 vaccins, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'ayez pas de crainte. S'il y avait quelque chose à retenir, grippe, Covid, pneumocoque, il n'y a aucun souci à faire des co-administrations en espaçant les sites d'injection.
La deuxième question, Maurice, il avait eu le Covid au mois de juillet. Et donc là, vous vous demandez, est-ce que vous pouvez quand même le vacciner au mois de novembre? Est-ce que c'est pas trop tôt? Alors ça, si on revient sur la slide d'avant, Maurice, il a 85 ans, donc il a plus de 80 ans. Donc en fait, on est dans la colonne de droite. La colonne de droite, c'est minimum 3 mois par rapport à la dernière infection ou injection. Donc s'il a eu le Covid au mois de juillet, août, septembre, octobre, on ne le vaccine pas, mais le mois de novembre, il n'y a pas de souci, ça fait plus de 3 mois. Par contre, si Maurice il avait eu par exemple 65 ans, là, il aurait fallu attendre encore un peu puisque le délai était de 6 mois. Mais à son âge, 3 mois après l'infection, on peut vacciner. Donc la réponse était oui. Alors, on continue. Donc là, DTP, coqueluche, grippe, Covid, c'est vrai que c'est des vaccins qu'on fait beaucoup et je pense vous comme moi, enfin, on est à peu près à l'aise en pharmacie sur ces vaccinations-là. Maintenant, je vais vous parler d'autres vaccins. Les 3 derniers, c'est des vaccins qui sont enfin, les recommandations sont un peu plus récentes. On a un peu moins l'habitude, peut-être, je trouve, en pharmacie de le proposer et de communiquer là-dessus. Donc, on va parler de la vaccination pneumocoque. Alors, petit rappel sur le pneumocoque, hein, parce que ça, pareil, au comptoir, les patients, je trouve qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le pneumocoque. Pour eux, c'est un truc au niveau pulmonaire, mais bon, pneumocoque, une grippe, un rhume, font pas forcément la différence. Donc, pneumocoque, c'est bactérien. Les signes cliniques, parce que ça, c'est vrai que les patients n'ont pas ça en tête. Les infections à pneumocoque, ça fait des formes non invasives. Donc, ça fait les pneumonies. Bon, ça, en général, avec le nom, on fait un peu le lien. Ça fait des pneumonies. Ça donne aussi, ça peut donner des otites moyennes aiguës, ça peut donner des sinusites. Ça, c'est les formes non invasives. Et puis, partie de gauche du diagramme, vous avez les formes invasives, beaucoup moins connues du public. Les formes invasives, c'est les méningites, les bactériémies. Et donc, quand vous commencez à parler avec un patient du pneumocoque et que vous lui dites que ça peut donner des méningites, là, ça change un peu la donne. Ce qu'il faut savoir, je vous l'ai noté sur la diapo, presque environ un quart des pneumonies à pneumocoque se transforment en forme invasive et peuvent évoluer vers des méningites, des bactériémies. Donc, le pneumocoque, c'est pas une bactérie ou un virus, enfin, c'est pas une bactérie qui est anodine. Ça peut faire quand même des infections qui sont graves. Et notamment chez les patients âgés, hein, je vous ai mis là en surligné en jaune, mais les 60% des infections invasives concernent les plus de 65 ans. Et on sait que dans cette population-là, c'est des formes qui sont beaucoup plus sévères. La sévérité est multipliée par 3. Pareil, hein, quand il y a des formes comme ça un petit peu graves, ça majore aussi le risque d'événements cardiovasculaires. Il y a un lien avec la survenue d'infarctus, bon, ce qui existe aussi avec la grippe ou avec d'autres pathologies. Mais voilà, il faut retenir que c'est une pathologie qui est grave et qui peut être gravissime et les patients âgés sont particulièrement exposés. Bon, il n'y a pas que les patients âgés, mais alors, le schéma de vaccination. Donc, vous avez la vaccination obligatoire chez les tout petits, ça, je vous le passe. Les recommandations maintenant depuis quelques années pour le pneumocoque, tous les plus de 65 ans, qu'ils aient ou non des pathologies, maintenant tous les plus de 65 ans sont éligibles à cette vaccination pneumocoque avec une dose unique de vaccin 20 ou 21 valent. Il n'y a pas de recommandation de prendre l'un ou l'autre actuellement dans le calendrier vaccinal. Donc on fait une dose unique d'un vaccin 20 ou 21 valent. Donc tous les patients âgés qui viennent à la pharmacie qui ont plus de 65 ans, on peut leur proposer le vaccin pneumocoque. Petit aparté, sachez quand même que cette vaccination contre le pneumocoque, elle est aussi ouverte en dessous de 65 ans pour des patients qui seraient à risque. Donc par exemple des immunodéprimés, diabétiques, insuffisance rénale, enfin voilà, il y a toute une liste de patients à risque en dessous de 65 ans qu'on peut aussi vacciner. Donc le schéma de vaccination pour ces patients à risque, à partir de 18 ans, c'est le même vaccin. C'est une dose unique de vaccin 20 ou 21 valent, donc la même chose que chez les patients âgés. Je vous ai pas mis pour pas trop vous embrouiller, mais sachez quand même qu'avant 18 ans, en fait, on peut enfin, les patients à risque peuvent être vaccinés contre le pneumocoque dès l'âge de 2 ans. Mais entre 2 et 18 ans, c'est d'autres vaccins, c'est le 13 et le 23 valent qui existent encore. Voilà, je ne vous l'ai pas mis sur la diapo, mais ayez en tête que en fait, les patients à risque où la vaccination pneumocoque est recommandée, c'est dès l'âge de 2 ans.
Nous, en pharmacie, c'est 11 ans, puisqu'on a le droit d'injecter qu'à partir de l'âge de 11 ans. Mais voilà, jusqu'à 18 ans, c'est d'autres vaccins. Bon, déjà, pour pas trop vous mélanger dans vos esprits, déjà retenez, si vous faites tous les plus de 65 ans en systématique, une dose unique de vaccin 20 ou 21 valent, ça sera déjà un gros boulot de fait. Parce qu'il y a encore, alors je crois que j'avais mis la couverture vaccinale, mais il y a moins de 20% des patients âgés qui sont vaccinés actuellement contre le pneumocoque. Donc il y a encore pas mal de communication à faire auprès de ces patients. Donc déjà, retenez tous les patients âgés, une dose en systématique. Et puis après, sachez que nous, en pharmacie, à partir de l'âge de 11 ans, on peut aussi vacciner les patients à risque s'ils ont certaines pathologies. Mais voilà, faut être vigilant par rapport aux vaccins utilisés selon l'âge. Je vous ai mis sur la diapo suivante, mais ça, vraiment, mettez-le entre parenthèses, vous pouvez débrancher le cerveau 2 minutes. Euh, Vous savez, il y a quelques années, il y avait des schémas de vaccination avec le vaccin 13 valent, puis un vaccin 23 valent 2 mois après, et une dernière dose à 23 valent 5 ans après. Donc ça, c'était l'ancien schéma. Vous pouvez avoir des patients qui ont commencé l'ancien schéma, mais qui ne l'ont pas terminé. Donc, il y a des stratégies recommandées, hein. S'il n'y a qu'une seule dose de l'ancien schéma qui a été fait, on attend 1 an et on fait une dose du vaccin 20 ou 21 valent. Et s'il y a eu 2 doses, donc le 13 puis le 23 valent, mais que le schéma n'a pas été fini avec la dernière dose à 5 ans, et ben la dernière dose à 5 ans, on la fera, mais avec donc le nouveau schéma qui est le vaccin 20 ou 21 valent. Voilà, bon, ça mettez entre parenthèses, c'est pour des patients qui auraient commencé la vaccination mais qui n'auraient pas fini. Mais en pratique, c'est vrai que dans la majorité des cas, souvent les patients n'ont jamais été vaccinés. Les patients âgés hein, n'ont jamais été vaccinés et en fait, on leur fait une dose de 20 ou 21 valent et ça simplifie les choses. Alors, petit cas pratique. Donc, on a Sylvie, 65 ans. Son médecin lui a parlé enfin, 65 ans, c'est un peu. Je leur dis, c'est à votre anniversaire, c'est un peu comme les bébés. Vous allez avoir plein de vaccins à faire à l'âge de 65 ans. Donc, le médecin lui a parlé plein de choses, mais elle ne sait plus trop quel vaccin il fallait faire. Donc, la première question, Sylvie, elle est immunodéprimée, elle est tous sous traitement immunosuppresseur. Est-ce qu'on peut quand même lui prescrire et lui injecter le vaccin contre le pneumocoque? Alors, ça, je vous ai fait une slide juste après. Je voulais vraiment insister sur cette notion d'immunosuppression. Je trouve qu'en pharmacie, on freine des cas de fer dès qu'on s'aperçoit qu'un patient est immunodéprimé par rapport à la vaccination. Le pneumocoque, c'est pas un vaccin vivant atténué, il n'y a aucun souci à faire. Et c'est d'ailleurs recommandé, c'est dans les populations à risque. Les patients immunodéprimés peuvent être vaccinés contre le pneumocoque sans souci. Voilà. Donc, je vais refaire un point sur l'immunosuppression et les vaccins. Et puis, la deuxième question, c'était, donc la patiente, elle a un antécédent de cancer du sein côté droit avec curage ganglionnaire axillaire et du membre supérieur. Est-ce qu'il faut mieux la vacciner sur le bras opposé, c'est-à-dire côté gauche? Donc là, la réponse est oui. C'est une information que vous retrouvez notamment sur le site Infobac, hein. Par précaution, quand il y a eu un cancer du sein d'un côté, on préfère vacciner de l'autre côté. Voilà, dans le bras opposé. Alors, comme promis, petit focus sur les patients immunodéprimés, parce que ce que je vous disais, on a tendance à être très frileux et à avoir tout de suite peur quand on a un patient immunodéprimé. S'il y avait une chose à retenir, c'est que les patients immunodéprimés, la seule chose qu'on ne peut pas faire en pharmacie, c'est la prescription des vaccins vivants atténués. Donc, ce qui pose souci chez les immunodéprimés, c'est les vaccins vivants atténués. Les vaccins vivants atténués, il y en a 5-6, il n'y en a pas tant que ça. Je vous ai mis un petit cadre en bas à droite où vous avez les vaccins vivants atténués sur la diapo. Alors moi j'ai une petite astuce mémotechnique, bon ça vaut ce que ça vaut, mais une petite astuce pour me souvenir, pour mémoriser les vaccins vivants atténués, c'est Bravo. Donc Bravo c'est B pour BCG, la tuberculose, R pour le rotavirus, A pour la fièvre amarille, donc la fièvre jaune, V pour varicelle et le O, bon, c'est un peu triché, mais c'est le O de ROR. Bon, il y a aussi la dengue, mais voilà. Donc ça, c'est les principaux vaccins vivants atténués. Et donc, c'est des vaccins qui, normalement, ne doivent pas être faits chez des patients immunodéprimés. Tout ça pour vous dire que un patient immunodéprimé,
Tous les autres vaccins, vous pouvez leur faire sans souci. D'ailleurs, c'est des patients qui sont plus fragiles, qui ont pas des bonnes défenses. Donc, en général, ils sont ciblés par les recommandations vaccinales pour beaucoup de vaccins. Donc, tous les autres vaccins, que ce soit grippe, Covid, DTP, coqueluche, pneumocoque, zona, enfin voilà, tous les vaccins, à part ces 5-6 là, c'est des vaccins classiques non vivants. Et donc, il n'y a aucun souci à les faire chez des patients immunodéprimés. Donc vraiment, vous ne stressez pas chez les immunodéprimés, il y a très peu de vaccins qui leur sont contre-indiqués. Et vous voyez, dans la liste des 5-6, en fait, il y en a très peu qu'on fait en pharmacie, hein. Le BCG, c'est plutôt hospitalier. Rotavirus, c'est chez les bébés. Nous, on vaccine à partir de l'âge de 11 ans, donc on n'est pas concerné. La fièvre jaune, c'est plutôt en centre de vaccination. Donc il reste la varicelle et le RER qu'on peut être amené à faire en pharmacie. Mais sinon, tous les vaccins qu'on fait au quotidien, en général, c'est des vaccins non vivants et donc pas de soucis chez les immunodéprimés. Voilà, le petit focus immunosuppression. Alors, les deux derniers, la vaccination Zona. Donc, Zona, je pense que vous en entendez assez régulièrement parler au comptoir, vous connaissez. Le Zona, c'est le virus qu'on appelle le virus varicelle Zona. Donc, c'est un virus qu'on attrape. Le virus, en général, reste en latence au niveau des ganglions nerveux. Et puis, au cours de la vie, ce virus peut se réactiver, notamment en faisant des formes de zona. On le sait, le zona, les réactivations de ce virus, le zona, il y a une augmentation de l'incidence avec l'âge. Donc, plus on avance en âge, plus on a de chances de réactiver, de faire un zona. Et donc, le zona, ça fait des atteintes cutanées, ça fait des lésions au niveau dermato. En général, c'est sur le trajet d'un nerf. Et c'est très douloureux. Il y a des patients qui ont des douleurs post-zona qui peuvent durer jusqu'à 1 mois, voire plus, et qui sont extrêmement douloureuses. Donc la vaccination, c'est pour éviter les réactivations, pour pas faire des épisodes de zona, mais c'est aussi pour limiter les douleurs et les douleurs post-zona aussi. Alors, le schéma de vaccination, donc ça, c'est vraiment un vaccin qui est approprié à notre thématique d'aujourd'hui, puisque le Zona, c'est un vaccin qu'on va pouvoir proposer à tous les plus de 65 ans. Et donc, c'est une dose et une deuxième dose entre 2 et 6 mois plus tard. Donc, systématiquement, tous les plus de 65 ans, on peut leur proposer la vaccination Zona. Et ça se fait en 2 doses, après, voilà, c'est terminé. Sachez quand même, ça c'est la colonne de droite, sachez quand même que les patients immunodéprimés des 18 ans sont aussi éligibles. Donc ça, c'est un petit cas particulier. Je vous l'ai dit dans la slide de immunosuppression qu'on vient de voir, mais les patients immunodéprimés sont plus à risque pour beaucoup de pathologies. Et on sait que les patients immunodéprimés pardon, font plus facilement des zonas et ont surtout des douleurs post-zona beaucoup plus courantes et beaucoup plus longues. Donc voilà, c'est une population spécifique qui est ciblée par cette vaccination. En tout cas, donc, pour revenir sur nos petits patients âgés, donc, en systématique, on va pouvoir leur proposer la vaccination Zona en 2 doses. Je vous l'ai mis en bas de la slide, mais sachez qu'un patient qui a déjà fait un Zona, on peut quand même lui proposer cette vaccination, parce qu'un patient peut faire plusieurs épisodes de Zona dans sa vie. Quelqu'un qui n'a jamais eu la varicelle peut aussi se voir proposer la vaccination, tout simplement parce qu'il y a des formes asymptomatiques de varicelle. On peut penser ne jamais avoir eu la varicelle et en fait quand même l'avoir, enfin quand même avoir le virus dans l'organisme. Et puis les patients qui auraient fait l'ancien vaccin Zona, qui était un vaccin vivant atténué, avec l'ancien schéma, sont quand même éligibles à cette vaccination avec le nouveau vaccin non vivant. Mais voilà, par contre, là, il faut un délai d'1 an entre l'ancienne vaccination et la vaccination avec le vaccin non vivant. Alors, petit cas pratique, on a un couple, alors c'est assez souvent avec le Zona, on a un couple, donc Madame Sun Yi, 65 ans, et Philippe, 68 ans, qui viennent se faire vacciner tous les deux pour le Zona. Donc, la dame avait fait sa première dose de vaccin non vivant Zona il y a 1 an et demi. Est-ce qu'on peut la vacciner? Donc, on a vu que le schéma, c'était une dose et une deuxième dose normalement entre 2 et 6 mois après. Sauf que là, la problématique, c'est que cette patiente, elle revient 1 an et demi plus tard. Là, c'était pour vous refaire un petit point sur les retards de vaccination.
Alors, ce que je vais vous dire là, c'est valable pour tous les vaccins avec en plusieurs doses. C'est pas valable que pour le vaccin Zona. C'est-à-dire qu'en matière de vaccination, quand on a des preuves que les doses précédentes ont été faites aux bons âges selon les bonnes recommandations, quand il y a des preuves de vaccination antérieure, on ne recommence jamais un schéma de vaccination à zéro. En fait, on reprend là où on s'est arrêté et on termine le schéma vaccinal. Donc là, pour cette patiente, même si elle a fait la première dose de vaccin il y a 1 an et demi, et que normalement elle aurait dû refaire sa deuxième dose entre 2 et 6 mois après, et ben voilà, si elle ne l'a pas fait, et ben quand elle se présente, on la vaccine, on finit le schéma de vaccination, mais on ne refait pas depuis le début. Il y a juste que pendant 1 an et demi, elle n'a pas été correctement protégée, donc c'est pas ce qu'il faut recommander. On ne va pas recommander aux patients de traîner et d'être en retard. Mais voilà, si ça se produit, ben on finit le schéma de vaccination dès qu'on peut. Et puis deuxième question, alors là c'est pour son mari. Donc Philippe, lui, il vous dit qu'il vient se faire vacciner et en discutant, il vous dit qu'il a fait un épisode de Zona il y a 8 mois. Et donc là, vous posez la question, est-ce que c'est pas trop proche pour le vacciner? Donc là, la réponse, ben oui, c'est trop proche, hein, on ne peut pas le vacciner. Donc la réponse, c'est non, on ne peut pas le vacciner. Le délai, donc il y a quelques minutes, je vous disais, quand on a eu un zona, on est quand même éligible à se faire vacciner parce qu'on peut refaire des épisodes de zona. Il y a juste une petite condition, c'est qu'on attend 1 an entre un épisode de zona et une vaccination. Donc, et une vaccination zona. Donc là, comme il a fait un zona il y a 8 mois, on va attendre encore 8, 9, 10, 4 mois, au moins 4 mois pour le vacciner. Voilà, donc 1 an entre un zona et une vaccination zona. On a quasiment fini. On va terminer par la vaccination VRS. Alors, la vaccination VRS, je pense que vous la connaissez. Le VRS, ça vous parle beaucoup pour les femmes enceintes. Le VRS, donc, c'est le virus respiratoire syncytial, hein. C'est un virus qui donne des bronchiolites, notamment chez les tout petits. C'est pour ça qu'il y a une vaccination des femmes enceintes pour qu'en fait, elles fabriquent des anticorps qui vont passer par voie transplacentaire chez l'enfant pour protéger les nouveau-nés. Mais le VRS, donc, qui donne notamment les bronchiolites, le VRS, ça peut aussi toucher les patients âgés, notamment quand ils ont des pathologies chroniques. On sait que voilà, ça fait des formes qui sont plus graves avec des hospitalisations, des décès. Donc maintenant, la vaccination VRS, donc, elle est recommandée chez les femmes enceintes. Bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, elle est aussi dans le calendrier vaccinal recommandée chez les patients âgés. Donc en systématique chez tous les plus de 75 ans, qu'ils aient une pathologie ou pas, et chez les plus de 65 ans qui ont certaines pathologies à risque de décompensation d'une infection à VRS. Donc il y a notamment par exemple la BPCO ou l'insuffisance cardiaque. Ces deux pathologies pour lesquelles si les patients ont plus de 65 ans, ils sont éligibles à la vaccination VRS. Ce vaccin VRS, je pense que vous l'avez quasiment jamais fait en pharmacie ou très très peu pour les patients âgés, hein, je ne vous parle pas des femmes enceintes. Tout simplement parce qu'actuellement, il n'est pas pris en charge chez les patients âgés. Chez les femmes enceintes, il est pris en charge, mais pas chez les patients âgés. Il y a un agrément aux collectivités pour le remboursement, mais en officine, en tout cas, nous, il n'est pas remboursé. Ce qui fait que pour les patients âgés, alors légalement, c'est inscrit au calendrier vaccinal. Là, cette recommandation chez les plus de 75 ans ou les plus de 65 ans avec pathologie. Donc légalement, c'est un vaccin qu'on peut prescrire et injecter chez les patients âgés, mais le patient doit payer le vaccin et l'injection. Mais voilà, il faut savoir que les recommandations, ce qu'on a le droit de faire, ce qui est inscrit au calendrier vaccinal, c'est indépendant de la prise en charge. Donc, si vous avez un patient qui veut se faire vacciner et qui est d'accord de payer le vaccin, il n'y a aucun souci, vous pouvez lui prescrire et lui injecter. Je vous ai mis en bas de la slide deux, trois petites informations en plus sur la co-administration. Le VRS, ayez quand même en tête, il faut 2 semaines d'intervalle, c'est une question d'efficacité. Il faut 2 semaines d'intervalle entre une vaccination DTP coqueluche et une vaccination VRS, que ça soit l'un ou l'autre en premier. C'est valable chez les femmes enceintes, mais c'est aussi un intervalle qui est respecté chez les patients âgés. Et puis, je vous ai fait un petit récap parce que chez les femmes enceintes, il n'y a qu'un vaccin qui est validé, qui est le vaccin de chez Pfizer. Chez les patients âgés, il y a 3 spécialités qui peuvent être utilisées au choix.
Et par contre, chacune n'est pas validée en co-administration, enfin, et ou n'est pas validée en co-administration avec la grippe et les vaccins grippe et Covid. Donc en bas de la diapo, je vous ai remis, selon les spécialités, quel vaccin était validé avec les vaccins grippe et quel vaccin était validé en co-administration avec les vaccins Covid. Voilà. Bon, ça, c'était sur le VRS. Donc, le petit cas pratique, vous avez Monsieur Gilles, qui a 85 ans, qui est motivé pour se faire vacciner contre le VRS à la pharmacie et qui est d'accord pour le régler. Donc, première question, il n'a pas de pathologie. Est-ce qu'il est quand même éligible à cette vaccination? Donc là, la réponse est oui, hein. Plus de 75 ans, avec ou sans pathologie, on peut le vacciner. Donc là, il en a 85, donc c'est largement bon. Voilà, la seule petite chose, c'est que donc il n'y a aucun problème, vous pouvez lui prescrire, lui injecter, mais pas pris en charge. Et puis, deuxième question, Gilles a un peu peur que le vaccin le rende malade. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Soit les effets indésirables après le vaccin sont généralement bénins et durent que quelques jours. Donc ça, donc, vous en doutez, la réponse est oui. Ou alors, Gilles a raison, il y a un risque de choc anaphylactique très fréquent avec ce vaccin. Bon, ça, bien évidemment, aussi, c'est faux. Le choc anaphylactique, c'est vrai que ça existe avec tous les vaccins, comme avec n'importe quel médicament ou comme n'importe quelle substance étrangère au corps. Mais heureusement, c'est quand même rarissime, les chocs anaphylactiques. Mais par contre, voilà, c'est vrai que ça, bon, je vous l'ai mis dans le cas pratique VRS, mais en fait, on aurait pu mettre ces questions pour tous les autres vaccins, hein. Les patients qui ont peur des effets indésirables, faut bien leur expliquer que déjà, les effets indésirables type fatigue, fièvre, courbature, douleur au site d'injection, c'est en général des effets qui sont quand même bénins et qui durent que 3 à 4 jours. Enfin voilà, ça dure pas des mois. Et puis moi, ce que j'aime bien leur dire, parce que on a quand même souvent cette crainte-là de oh, je veux pas me faire vacciner, j'ai pas envie d'être malade. Euh, il faut quand même les sensibiliser au fait qu'il faut voir le problème vraiment d'un autre œil. C'est que la vaccination, le but, c'est de stimuler le système immunitaire. Et donc, moi, je leur explique que s'ils ont de la fièvre, s'ils sont fatigués, bah, c'est que leur système immunitaire, il fonctionne. Et en fait, c'est plutôt bon signe, c'est que le vaccin est efficace et qu'ils ont une bonne immunité. Donc, effectivement, c'est agréable pour personne d'être malade, d'avoir de la fièvre, d'être fatigué après un vaccin, mais globalement, c'est plutôt bon signe. Voilà. Donc, il faut voir de quel côté on voit les choses. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop rapide, que j'ai respecté le timing. Donc, on a vu là vraiment les 5-6 vaccins à faire chez le patient âgé. Donc, je vous ai mis le petit flyer, ça c'est la carte postale du calendrier vaccinal, hein, c'est un document du ministère de la Santé. Ils ont fait une petite carte postale spécifique pour les plus de 65 ans, où vous avez ces 5-6 vaccins dont on vient de parler résumés dans un tableau. Donc ça vous fait vraiment une synthèse. Donc il y a grippe Covid, DTP coqueluche aux âges fixes, le pneumocoque, une dose, le zona avec 2 doses, et puis éventuellement le VRS en systématique à partir de 75 ans ou s'il y a des pathologies à partir de 65 ans. Ça, c'est un document, j'aime bien l'avoir à la pharmacie, cette petite carte postale, parce que c'est vrai que, surtout là, pendant la campagne grippe Covid, on vaccine beaucoup de patients âgés. Et moi, systématiquement, quand je fais un vaccin grippe ou un vaccin Covid, je leur dis, ben voilà, pensez à votre âge, il y aurait le pneumocoque, il y aurait le zona, il y aurait pensez aussi à faire le rappel des TP coqueluche. Mais c'est vrai que les gens se motivent rarement à vous dire, bah allez, je fais 3 d'un coup, on fait tout aujourd'hui. Donc c'est vrai que donner cette petite carte postale en leur disant, ben voilà, aujourd'hui on a fait grippe Covid, on a fait grippe Covid pneumocoque, ben, vous leur donnez la petite carte postale et comme ça, déjà, ça crédibilise votre propos et puis ça leur fait un petit rappel. Comme ça, ils gardent la carte postale à la maison et puis ils vont penser plus facilement quelques semaines après à revenir pour faire les autres vaccins. Voilà. Puis vous, ça vous fait un petit récap. Voilà. Après, je vous ai mis une petite diapo. Là, il y a plein de sites qui sont très bien faits, hein, où vous pouvez retrouver plein d'informations. C'est vrai que la vaccination, il y a beaucoup d'actualités, ça change assez régulièrement. Les schémas de vaccination sont modifiés, il y a des nouveaux vaccins qui sortent. Donc, nous, la Bible, vraiment, le seul document, enfin, le document où qu'on est censé suivre au niveau réglementaire, c'est le calendrier vaccinal. Nous, en pharmacie, on a le droit de prescrire et d'injecter ce qui est inscrit au calendrier vaccinal. Donc, le calendrier vaccinal, c'est un document de 100 pages que vous retrouvez sur le site du ministère de la Santé, hein. Vous tapez calendrier vaccinal sur le site du ministère, il est disponible.
Et après, vous avez d'autres sites où il y a plein d'informations. Il y a Vaccination Info Service qui est très bien fait. Il y a mesvaccins.net aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas également à vous rapprocher des laboratoires, des URPS. Les URPS peuvent vous donner des documents, voilà, des aides pour être plus à l'aise sur la vaccination. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite présentation vous a permis d'avoir un peu plus d'automatisme et d'être un peu plus à l'aise sur les différents vaccins des patients âgés pour pouvoir les proposer. Parce que c'est vrai que spontanément, ils viennent beaucoup pour la grippe, pour le Covid, mais les autres vaccins, ben, si on est moins à l'aise, on a moins tendance à le proposer. Donc voilà, ayez en tête qu'il y a 5-6 vaccins à faire chez le patient âgé et d'en parler au comptoir, de les sensibiliser pour augmenter les couvertures vaccinales. Voilà, donc j'ai terminé. Je pense qu'on va pouvoir passer à la petite session de questions-réponses. S'il y a eu des questions, on va prendre quelques minutes pour y répondre. Hop là, Ok, merci à tout le monde pour votre écoute. merci Alicia. Il y a quelques questions dans le chat. Je ne sais pas s'il faut vous les lire ou si vous y accédez, mais Alors, j'y ai pas accès, ah ok. mais vous pouvez Bah, il y a me les... une première question sur le vaccin grippe. Quel vaccin grippe doit-on faire et est-ce que Fuelda a montré une protection supérieure à un vaccin normal? Ah oui, alors les recommandations sont claires hein, dans le calendrier vaccinal, c'est bien noté. Il y a les 2-3 vaccins classiques pour les moins de 65 ans. Et c'est bien spécifié hein, que chez les plus de 65 ans, il faut privilégier soit le vaccin hautement dosé, soit le vaccin adjuvanté, parce que les patients âgés répondent moins à la vaccination, donc l'efficacité est meilleure. Il y a une deuxième question sur le pneumocoque. C'est un patient qui a eu un schéma complet hein, avec Prévenard et Pneumovax 8 semaines après, plus le rappel à 5 ans. Oui. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faut refaire un Prévenard 20 Non, pour ce alors patient? actuellement, dans les recommandations, si le schéma est terminé, il n'y a pas de recommandation à faire une dose supplémentaire avec le vaccin 20 ou 21 valent. Donc, si la personne a bien fait le 13, le 23, 2 mois après, puis le 23, 5 ans après, le schéma est clôturé, il n'y a pas de revaccination. Par contre, ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens ont fait les 2 premières doses, n'ont pas fait le rappel 5 ans après. Donc là, par contre, on termine. Et une question qui revient un peu au même, qu'en est-il du rappel pour les vaccins Prévenard 20, pour le vaccin Prévenard 20? Est-ce qu'il y a un rappel? Alors, ce qui est écrit au calendrier vaccinal, oui, pour éventuellement une revaccination tous les 5 ans, ou je pense que c'est ça la Ouais, question. ouais, je pense, ouais. Ouais. Alors actuellement, non, il n'y a pas de revaccination. Le schéma, c'est une dose. Ce qui est écrit dans le calendrier vaccinal, c'est que actuellement, je saurais plus vous le dire par cœur, mais en gros, il y a marqué actuellement la nécessité de revaccination n'est pas actée en attente de données complémentaires. Donc, ça changera, ça peut éventuellement changer, mais là, enfin, de toute façon, nous, on est censé suivre ce qui est au calendrier vaccinal et à l'heure actuelle, pas de revaccination Il tous n'y a les pas de 5 ans. rappel. Non. Qu'en est-il de la vaccination et des capteurs? Doit-on faire côté opposé aux capteurs de glycémie? Alors, théoriquement, Pratico-pratique. euh, on va sûrement avoir dans quelques mois des entretiens diabète qui vont être mis en place en officine, donc ça sera l'occasion de basculer là-dessus. Théoriquement, un capteur, c'est censé se placer, normalement les gens mettent la main sur l'épaule ou sur la tête et ils placent leur capteur en dessous. Donc en fait, le placement du capteur n'est pas censé être au même endroit que là où on fait un vaccin. Parce que vous voyez, en dessous de mon bras, là, en dessous de l'aisselle et le deltoïde, c'est pas du tout la même localisation. Après, si les gens ont mis le capteur à cet endroit-là, qui n'est pas censé être le bon endroit, mais si les gens ont mis le capteur de glycémie à cet endroit-là, après, c'est du bon sens. Soit on pique plusieurs centimètres à côté, mais en étant bien dans le muscle deltoïde, sinon on fait le bras opposé. Voilà. Merci Alicia. Il y a Mais une question. il y a pas de contre-indication à vacciner dans le bras où il y a un capteur, il faut juste pas piquer dans le capteur, quoi. Ok. Il y a une question sur les patients immunodéprimés. À quelle dose de corticoïdes considère-t-on qu'on est immunodéprimé? Alors, je l'ai plus en tête, mais je peux le retrouver. Il me semble, si je dis pas de bêtises, de mémoire,
C'est 20 milligrammes. En fait, pour être considéré comme immunodéprimé quand on a un traitement par cortisone, alors je vous parle pas, tout ce qui est déjà spray, collyre, enfin les formes locales, ça rentre pas dans, ça n'est pas considéré comme immunosuppresseur, hein. Les sprays pour les inhalations pour l'asthme, tout ça, c'est pas considéré comme immunosuppresseur. C'est plutôt, nous, ce qu'on voit en pharmacie, c'est plutôt les patients qui prennent par voie orale. Par voie orale, il y a deux conditions pour que ça soit considéré comme immunosuppresseur chez les adultes. De mémoire, c'est plus de 20 milligrammes d'équivalent prednisone par jour et pour une durée de plus de 14 jours. Donc, si le patient prend moins de 20 milligrammes d'équivalent prednisone ou qu'il prend, je ne sais pas, 60 milligrammes mais sur 5 jours, c'est pas, il faut vraiment les deux conditions qui se cumulent. À la fois plus de 20 milligrammes d'équivalent prednisone et plus de 14 jours de traitement d'affilée. Voilà. Merci Il y a des Alicia. doses différentes pour les enfants, mais alors ça, j'ai plus les chiffres en tête. C'est Mais des pour questions les adultes, pièges. c'est ça. Merci en tout cas d'apporter une réponse. J'ai une petite série de questions sur le Zona. Si le patient a fait l'ancien vaccin Zona, est-ce qu'il faut qu'il refasse, enfin qu'il fasse le Shingrix? Et si oui, pourquoi? Oui, parce que les données d'efficacité sont meilleures, notamment sur l'efficacité sur les douleurs. Donc pareil, hein, c'est au calendrier vaccinal, il y a une recommandation à revacciner. Si le patient avait fait l'ancien vaccin zonal, vaccin vivant, atténué, on refait quand même le vaccin non vivant. Et ce que je disais, 1 an d'intervalle par contre, au minimum. Et justement, alors si on vaccine à moins d'un an de l'épisode de Zona, est-ce qu'il y a des risques? Alors là, La question, c'est à aucune idée. moins d'un an hein, de l'épisode Zona. Oui, oui. Alors là, c'est hors recommandation, donc là, on sort du cadre, donc je ne saurais pas répondre. Hmm. Après, je pense qu'en pratique, il y a des patients qui, par accident, ont été vaccinés et parce qu'ils n'ont pas signalé qu'ils avaient fait un épisode de zona. Mais voilà, en tout cas, si on a connaissance d'un épisode de zona, on en attend 1 an. D'accord, ça marche. Sauf avis spécialisé. Enfin voilà, mais bon, ça, on laisse au médecin, quoi. Et une dernière question sur le Zona, sur la co-administration de Shingrix, ce qui est possible. Je sais pas, il me semblait que ça avait été abordé, mais j'ai. Alors je sais plus si je l'ai abordé, mais il n'y a pas de choses particulières. C'est un vaccin classique, c'est pas un vaccin vivant. De toute façon, globalement, alors après, il faut se fier quand même à ce qui est noté dans les RCP de chaque vaccin. Mais globalement, la HS a validé hein, pour quasiment tous les vaccins. On peut faire jusqu'à 4 vaccins le même jour si c'est sur des sites d'injection différents. Donc voilà, après à vérifier avec les RCP, mais il me semble pas qu'il y ait de choses particulières. C'était avec le VRS. Le VRS, mais pareil, c'est pas une histoire de dangerosité, c'est une histoire d'efficacité. Le VRS, il y a 14 jours d'écart avec le DTP coqueluche. Mais le Zona, il me semble pas qu'il y ait de choses particulières. Pareil pour la co-administration grippe-Covid avec des vaccins haute dose ou adjuvantés. Grippe et Covid. Ouais, Alors pareil, grippe Covid, ils sont tous validés en co-administration. Par contre, les grippes hautement dosées ou adjuvantées ne sont pas validées en co-administration de mémoire avec le vaccin VRS ARN messager. Mais voilà. Bon, ok. ça, c'est vrai que les co-administrations, c'est assez compliqué parce que c'est vraiment spécialité dépendant. Donc, en général, il faut se fier. Voilà, il y a quelques cas très classiques où on sait que ça a été validé. Par exemple, grippe, Covid, pneumocoque, ça, on sait qu'il y a pas de souci. Après, voilà, j'ai vu passer en commentaire Shingrix et Zona et pneumocoque, c'est vrai qu'il est possible que les RCP recommandent de les faire. Alors, je ne sais pas s'il y avait une histoire de soit le même jour, soit à 15 jours d'écart. Voilà. En tout cas, Je sais pas si mon collègue Vincent est là, il peut peut-être apporter son éclairage là-dessus, mais mais c'est vrai que, alors, il me semble, si ça peut vous aider, bon, il y a les RCP où vous retrouvez l'information sur les co-administrations. En général, il y a toujours un onglet où il y a marqué vraiment vaccin par vaccin, parce qu'en fait, finalement, c'est assez spécifique. Il y a marqué vaccin par vaccin, ce qui est possible ou non de faire en co-administration. Et je crois que dans le calendrier vaccinal sur le site du ministère, le fameux document de 100 pages, il y a un tableau où sont encadrés les vaccins qui peuvent être co-administrés, il me semble. Il faudrait que je retrouve ce tableau, mais
il y a un tableau officiel qui existe où où sont encadrés pour chaque âge les vaccins qui sont classiques à faire chez les ados, chez les patients âgés, etc. Et ils sont encadrés ceux qui peuvent être co-administrés. Ok. Voilà, bon. C'est vrai que souvent en pharmacie, on a quand même tendance à faire qu'un ou deux vaccins maximum. Voilà. Déjà de savoir que grippe, Covid, pneumocoque, ça peut être co-administré, ça vous enlève déjà 90% des co-administrations qu'on voit en pratique, hein. Après, pour les cas très particuliers, ben, faut revérifier dans les RCP. Mais c'est plus souvent une histoire de légère perte d'efficacité. C'est rarement un danger médical. Enfin, en général, c'est pas parce qu'il y a un danger particulier médical, hein. Ben, merci beaucoup. Il est 13h45:00. Bon, Je sais pas merci. s'il y a, je sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, Alicia, merci beaucoup. C'était top. C'est pas évident d'animer un webinaire comme ça toute seule, mais il y a eu il y a plein de messages après, hein, vous verrez, de Bon, remerciements et de félicitations. Donc, je crois que voilà, il y avait presque 80 connectés. On est encore 63. Donc, ça montre que c'est un vrai sujet d'intérêt. puis en ce moment, c'est la période. Bon, C'est ça. j'espère que j'ai pas été trop rapide, qu'il n'y a pas eu trop d'informations. Je crois de toute façon qu'il y aura un replay et que le diaporama sera disponible. Donc voilà, Ouais, n'hésitez ça, c'est pas. les URPS, hein, qui vont gérer ça, le côté Oui, replay, le côté. Enfin, c'est chaque URPS Oui, qui va pouvoir. Ouais. ouais. Ce sera disponible sur les sites. Nous, le site de l'URPS Pharmacie Pays de la Loire, sous l'onglet webinaire, on mettra le replay et les slides avec l'accord d'Alicia. super. Bah, merci à tout le monde et puis piquez bien, hein, pour ceux qui retravaillent cet après-midi. Merci Alicia et ben, à bientôt Merci Alicia. Alicia. On vous souhaite plein de bonnes Merci choses. beaucoup. On se revoit plus Merci. tard. Bon après-midi, bonne journée à Merci, tout le au monde. revoir.